Chers téléspectateurs de Speedline TV, merci de votre fidélité et de votre confiance que vous nous accordez pour vous informer. Voici les principaux titres. En visite officielle ce lundi à Addis Abeba, le chef de l'État a pris part à la retraite stratégique du 7e plan d'Afreximbank en tant qu'invité d'honneur avant un entretien de travail avec le Premier ministre éthiopien. Retour sur les temps forts de cette visite dans un instant. Thomas Boniyayi rejoint finalement le Sénat. L'ancien président de la République a accepté d'y siéger en sa qualité d'ancien chef d'État après avoir exprimé des réserves sur la mise en place de cette institution. Et à l'international, Washington durcit le ton face à la Cour pénale internationale. Les États-Unis lancent une offensive diplomatique contre l'institution, accusée de menacer les citoyens américains. Bonsoir à toutes et à tous. Cap sur Addis Abeba, où le président Romuald Wadani a effectué ce lundi une visite officielle. Invité d'honneur de la retraite stratégique du 7e plan d'Afreximbank, il a partagé sa vision du financement du développement devant les principaux acteurs de la finance africaine. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avant une séance de travail consacrée au renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Éthiopie. Le compte rendu dans ce récit. Il est encore tôt, ce lundi 13 juillet, lorsque l'avion du président béninois, Romuald Wadani, se pose sur le tarmac de l'aéroport international Bolé à Addis Abeba. À son arrivée au pavillon présidentiel, il est accueilli par le vice-premier ministre éthiopien. Quelques instants plus tard, le chef de l'État béninois s'entretient avec le Dr George Elombi, président directeur général d'Afreximbank. Dans la foulée, Romuald Wadani prend la parole à la retraite stratégique de la Banque africaine d'import-export, où il est l'invité d'honneur d'un panel réunissant des dirigeants d'institutions financières, des responsables publics et des opérateurs économiques venus de tout le continent. Au centre des échanges, un président plus jeune que nombre de ses interlocuteurs, mais fort d'une décennie d'expérience dans le financement du développement. Ancien ministre de l'économie et des finances du Bénin, devenu président de la République en mai 2026, Romuald Wadani intervient lors d'une session au thème évocateur. Pourquoi les gouvernements échouent-ils encore à s'industrialiser? Bien que sa participation se limite à cette intervention avant de poursuivre son programme officiel, cette séquence constitue le temps fort de la première journée de la retraite stratégique d'Afreximbank. À l'issue de cette étape économique et financière, le président béninois se rend au palais Ménélik, siège historique du pouvoir éthiopien, où il est reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix. Les deux dirigeants tiennent d'abord un entretien en tête-à-tête avant d'élargir les discussions à leurs délégations respectives. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et l'Éthiopie, ainsi que sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Ce rapprochement revêt une portée stratégique. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et siège de l'Union africaine, l'Éthiopie représente un partenaire de premier plan pour le Bénin qui entend diversifier ses partenariats diplomatiques au-delà de son environnement ouest africain. Autre temps fort de l'actualité, l'ancien président de la République, Thomas Boniyayi, a finalement accepté de siéger au Sénat en qualité de membre de droit, selon plusieurs sources concordantes. Une décision qui marque un revirement après son opposition à la création de cette institution en novembre 2025. À quelques jours de l'installation de la Chambre haute prévue le 30 juillet, à Porto Novo, l'ancien chef de l'État rejoint ainsi Nicéphore Soglo et Patrice Talon parmi les membres de droit du Sénat. Toutefois, son accord aurait été assorti de plusieurs conditions. Plus de précisions dans ce récit.
Après avoir vivement critiqué la création du Sénat dans la nouvelle architecture institutionnelle du Bénin, Boni Yayi s'apprête finalement à intégrer cette nouvelle chambre. L'ancien président de la République, qui avait dénoncé la démarche portée par l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, a changé de position et acceptera de siéger en qualité de sénateur. À l'époque, l'ancien chef de l'État et figure de l'opposition, notamment à travers le parti Les Démocrates qu'il a dirigé, avait exprimé son opposition à cette réforme. Il estimait que l'instauration du Sénat intervenait dans un climat d'exclusion susceptible, selon lui, de fragiliser la cohésion sociale et de nuire à la sérénité du débat républicain. Désormais, l'ancien dirigeant béninois rejoindra cette même chambre aux côtés de Patrice Talon, également ancien président de la République et membre de droit du Sénat. Toutefois, cette décision ne serait pas intervenue sans condition. Selon plusieurs sources concordantes, Boni Yayi aurait formulé un certain nombre d'attentes directement auprès de Romuald Wadani avant d'accepter de rejoindre l'institution. La nature précise de ces exigences n'a pas été rendue publique, mais elle traduirait la volonté de l'ancien chef de l'État de ne pas occuper un simple rôle honorifique au sein de la nouvelle chambre haute. Parmi les préoccupations évoquées figurerait notamment la poursuite de l'apaisement du climat politique, le renforcement du respect des libertés publiques, la situation des détenus politiques, ainsi que le retour de certains exilés. Des sujets sur lesquels Boni Yayi entendrait maintenir une capacité d'influence au sein de la nouvelle institution. Restons au Parlement. L'Assemblée nationale a franchi ce lundi une étape importante dans le renforcement du cadre juridique de la protection de l'environnement. Les députés ont adopté à l'unanimité la loi numéro 2026-15 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin. 27 ans après le premier test en la matière, cette réforme forte de 138 articles entend adapter la législation aux nouveaux enjeux liés au changement climatique, à la préservation des ressources naturelles. Écoutons quelques interventions. Ce test comporte plusieurs innovations conformes aux standards internationaux, dont une meilleure implication des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile dans la gestion de l'environnement. La prise en compte des exigences issues des documents de politique, de stratégie et de planification élaborés ces dernières années en matière de gestion et de protection de l'environnement. L'internalisation des dispositions des conventions internationales relatives à l'environnement, signées et ratifiées par la République du Bénin. L'adaptation des sanctions applicables aux infractions environnementales aux réalités actuelles. Le rapport de la Commission nous rappelle avec gravité que notre environnement est sérieusement menacé par de fortes pressions anthropiques, déforestation par-ci, pollution de tout genre par-là, exploitation abusive des ressources naturelles, urbanisation anarchique et j'en passe. Face à cette triste réalité, le présent projet de loi présente des avancées majeures. Il y a quelques mois à peine, dans ce même hémicycle, nous avons adopté à l'unanimité la loi numéro 2025-16 du 10 juillet 2025 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Un test historique qui place déjà la durabilité au cœur de nos ambitions nationales. Ce test constitue une triple avancée majeure pour notre pays. Opportunité sanitaire, car il pose des normes strictes de salubrité publique garantissant un cadre de vie sain pour préserver la santé de nos concitoyens. Cette loi ne doit pas devenir une barrière protectionniste déguisée en faveur des grands groupes. J'exhorte donc l'État
à mettre en place un véritable plan d'accompagnement national pour nos petites et moyennes entreprises. Et cela doit se traduire par des incitations financières directes, un régime fiscal transitoire allégé et des guichets d'appui technique pour les aider à verdir leur processus de production sans risquer la faillite. Le texte ne désigne plus explicitement les institutions chargées de la gouvernance environnementale, notamment la Commission nationale du développement durable et l'Agence béninoise pour l'environnement. Le gouvernement peut-il préciser l'architecture institutionnelle retenue et les garanties de participation des différents acteurs? La préoccupation tendait essentiellement à savoir si les agences béninoises pour l'environnement, je vais dire la Commission béninoise pour le développement durable, qui sont aujourd'hui les instances existantes, disparaîtraient puisqu'elles n'ont pas été énoncées spécifiquement dans la loi. Ce n'est pas le cas. Je peux rassurer la représentation nationale pour dire que ces institutions demeureront. Les dénominations peuvent changer, l'architecture, les conceptions internes peuvent changer, mais la gouvernance institutionnelle ne change pas. Donc les instances seront toujours opérationnelles. Place à présent à l'actualité internationale. Au Sénégal, Ousmane Diagne prend officiellement la tête du Conseil constitutionnel, l'une des institutions les plus importantes du pays. Magistrat de carrière et ancien haut responsable de la justice sénégalaise, il a été nommé par le président Bassirou Diomaye Faye par décret signé le 13 juillet 2026. Le reportage. Au Sénégal, Ousmane Diagne a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel par le président Bassirou Diomaye Faye. Selon le décret daté du 13 juillet, l'ancien ministre de la Justice succède à ce poste au défunt Mamadou Badio Camara. La nomination intervient après l'avis rendu par la haute juridiction concernant la réforme de la Constitution au Sénégal, adoptée par l'Assemblée nationale. Une victoire pour Bassirou Diomaye Faye qui avait saisi les sages, alors que pour le PASTEF d'Ousmane Sonko à l'origine de la révision constitutionnelle, la décision a été un revers. Le Conseil constitutionnel est chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois, de l'examen du contentieux électoral et de la régularité des scrutins. Dans un contexte de vive tension entre le président sénégalais et l'Assemblée nationale contrôlée par le PASTEF, les sages risquent d'avoir peu de répit. Les États-Unis renforcent leur position contre la Cour pénale internationale. Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé ce lundi une nouvelle campagne diplomatique. Créée par le Statut de Rome en 1998, la CPI a pour mission de juger les crimes les plus graves, notamment les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Washington estime toutefois que ces activités constitue une menace pour les citoyens américains et pour sa souveraineté. Le reportage. Les États-Unis ont annoncé ce lundi une vaste campagne contre la Cour pénale internationale, la CPI, qui représente selon le gouvernement américain une menace pour ses citoyens et sa souveraineté. Cette campagne devrait inclure de nouvelles sanctions et d'autres mesures. L'administration Trump a déclaré qu'elle ferait pression sur d'autres pays pour qu'ils se retirent de la Cour, l'objectif étant d'isoler l'institution basée à La Haye et de la priver de tout soutien politique et financier. Les États-Unis ont déjà pris pour cible des responsables individuels de la Cour qu'ils considèrent comme une menace pour leurs intérêts, mais cette nouvelle campagne à l'échelle de l'ensemble du gouvernement prend une autre tournure en impliquant d'autres nations. En février 2025, peu après le retour au pouvoir du président Donald Trump, Washington avait imposé des gels d'avoirs et des interdictions de voyager à plusieurs responsables de la CPI à la suite d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le cadre de la guerre à Gaza. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.